Écoutez, merci à tous pour ce petit temps de conférence sur ILOE, le pôle métropolitain d'économie circulaire. L'objectif est d'expliquer tout cela aux non-initiés le plus rapidement possible, notamment de sa genèse, sa fonctionnalité, ses finalités. Je ne me suis pas présenté, donc je vais le faire pour mieux me situer. Donc, pour ma part, je suis Simon Mirouz, je suis directeur adjoint au sein de Environalpes, qui est une entreprise d'insertion, un groupe d'entreprises d'insertion dans le champ de l'économie circulaire. Donc assez rapidement, pour revenir un peu sur les fondamentaux, c'est moi qui ai ça, et voilà, c'est parfait, j'ai tout compris. Pour revenir rapidement sur les fondamentaux, et puis après je laisserai mes collègues associés témoigner également de leur implication dans ce projet-là. ILOE est donc a vocation à être effectivement jouer un rôle de pôle métropolitain d'économie circulaire, mais il a souhaité s'attacher à une principale problématique à l'origine afin de fédérer un peu l'écosystème local autour de solutions innovantes en matière d'économie circulaire, et c'était celle qu'on appelle celle des encombrants. Et la genèse du projet ILOE est donc partie d'une étude qu'avait commandité à la fois la métropole de Lyon, l'ADEME, la Fédération des bailleurs sociaux et la direction du travail sur le volet insertion-emploi, en disant qu'est-il possible de faire en matière de valorisation de ce qu'on appelle les encombrants. Et les encombrants dans le monde du déchet n'ont pas réellement de définition, si ce n'est qu'ils encombrent beaucoup de monde techniquement, juridiquement, matériellement, et que c'est le sujet qu'on avait décidé d'adresser. Donc s'en est suivi une longue genèse où en réalité il s'est agi de réunir les acteurs qui agissaient sur cette filière de manière assez hétérogène, et de chercher les voies d'optimisation pour mieux traiter, mieux valoriser et révéler le potentiel d'emploi qu'il était possible de créer ou de structurer sur cette filière. Donc en réalité, on est parti avec un premier groupe assez resserré d'acteurs de manière à travailler l'ingénierie de cette filière, c'est-à-dire les schémas logistiques, les schémas de massification, les schémas de valorisation, et aussi travailler cette double reconnaissance puisque les encombrants sont émis sur un parc d'habitat privé et en même temps sont issus des ménages. Donc le but était aussi de réunir l'origine de ces déchets avec tous les éco-organismes qui sont responsables de ces déchets, et notamment de ces déchets ménagers. Voilà. Par la suite, on a voulu créer ça dans une forme, j'ai envie de dire, de réaligner l'ensemble de la chaîne de valeur de cette filière en associant chacun de ces acteurs au capital. Et donc, du coup, en demandant tout autant à la métropole qu'aux bailleurs, qu'aux opérateurs de la collecte, qu'aux opérateurs de traitement, de s'associer à cette démarche pour remettre à plat cette filière des encombrants. Donc la proposition de valeur de ILOE à son démarrage était de dire on veut créer un nouvel outil métropolitain de gestion de ces déchets hétéroclites, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop de destination et de finalité en tant que telle, par une hétéroclite, oui, Emeline trouve ça élégant, mais voilà. C'est-à-dire qu'ils sont variés à plusieurs endroits, etc. Mais in fine, ils encombrent. Et donc du coup, par une approche réellement territoriale, notamment en mettant en coopération à la fois des acteurs privés, à la fois des acteurs publics et des acteurs de l'ESS qui ont des ancrages territoriaux très très forts et en plus une plus-value sociale à démontrer sur le fait de créer de l'emploi d'insertion. Voilà. Et in fine, il est apparu qu'il y avait un outil qui était manquant, c'est le COA. C'est presque le moins important, mais quand même c'est ça l'outil de travail. C'est en réalité un outil de massification et de surtri de ces déchets hétéroclites. On a travaillé toutes les plus-values recherchées au travers du projet ILOE, puisqu'on le voulait dans toutes ses dimensions, à la fois des finalités sociales, des finalités environnementales, des finalités aussi techniques, sur lesquelles je pourrais m'arrêter en premier lieu. C'est que la finalité technique, c'est que quand on parle de ce déchet-là, comme il était adressé de manière très très différente, on ne savait pas le tracer, on ne savait pas qu'est-ce qu'il était, on ne savait pas où est-ce qu'il était. Où est-ce qu'il était, on pouvait le deviner. Mais qu'est-ce qu'il devenait ? On perdait complètement la cartographie de tout ça. Et quand vous essayez d'agir sur une filière, son coût et ce genre de choses, ça en devient quasiment impossible. Donc il y avait un gros enjeu technique à mettre de la traçabilité dans l'intégralité de cette filière.
La dimension environnementale centrale, c'était effectivement quel est le taux de valorisation matière énergétique de cette filière. Ça aussi, c'était globalement assez inconnu. Voilà. Et puis révéler aussi comme je le disais, tout le potentiel d'emploi dans ce schéma. Après, il y a un mode de faire sur lequel j'insiste et sur lequel je milite beaucoup, c'est-à-dire effectivement comment on peut coopérer sur un territoire et trouver des optimums par le fait que on est habitué à gérer les choses par la confrontation, la mise en concurrence, la recherche du mieux-disant et ce genre de choses. Et là, on a décidé de traiter le sujet à livre ouvert en disant où sont les coûts, où sont les filières optimum. Donc à date, on est fédéré autour de 17 associés, des bailleurs sociaux, et pas les moindres, les principaux de la métropole de Lyon, des opérateurs qui avaient pour l'habitude de collecter ces déchets-là auprès des bailleurs sociaux, des opérateurs qui ont l'habitude de gérer des centres de massification et de tri, et des opérateurs de la valorisation de ces déchets, au titre par exemple de le groupe Serfim et Veolia, qui a été immédiatement engagé dans le projet. Donc les fonctionnalités du pôle, à l'initial, on a donc une plateforme de surtri, c'est le cœur du moteur, qui a été le nouvel outil qui a été créé pour traiter cette plateforme d'encombrants. Derrière, ça nous amène à aussi favoriser une meilleure coordination dans les opérateurs de collecte, de manière à chercher des voies d'optimisation dans les systèmes de collecte pour là aussi trouver une meilleure qualité de collecte, de recyclage et de circuits logistiques. Et ces opérateurs-là, bien souvent de la collecte, ont des rôles territoriaux, notamment en pied d'immeuble et en quartier urbain, à gérer des dispositifs locaux pour mieux capter ces gisements ou pour sensibiliser les publics. Donc, dans le déroulé du process, globalement, c'est aussi de se dire qu'on est rentré dans une approche assez expérimentale et que tout ça n'était pas démontré à l'avance et que du coup, on a décidé de prendre ça dans le jargon de l'entrepreneuriat. Il y en a qui appellent ça en lean startup, il y en a qui appellent ça d'époque, il y en a... Bon bref, on a été assez pragmatique dans la démarche, dans le sens où, comme on ne connaissait ni la nature, ni le contenu, ni la caractérisation de ces matières, de ces encombrants, etc., il a fallu faire la preuve que de ce qu'on avait prototypé, étudié, rentrer dans un modèle économique tangible. Voilà, donc pragmatiquement, il fallait un lieu, constituer des équipes, monter une filière et constituer la gouvernance qui permettait d'adresser cette filière à livre ouvert. Pour parler de choses assez pragmatiques, voilà, ça c'est la question piège. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a tous plaisir, j'ai envie de dire, à constater que le déchet, par les incitations fiscales, par les incitations environnementales ou la réglementation, a toujours tendance à être plus trié. Tant mieux, parce que du coup, c'est la meilleure manière d'être toujours mieux valorisé. Et aujourd'hui, on connaît le coût du déchet banal. Et le tout était de démontrer que, en triant ce déchet-là, on avait beau avoir un coût supplémentaire, considérant la courbe de croissance du coût du traitement du déchet non trié, par l'industrialisation et le changement d'échelle, et notamment le volume qui était potentiellement traitable sur la filière des encombrants, les deux courbes pouvaient se croiser. Si je fais le plus court, c'est-à-dire qu'on souhaitait faire la démonstration en avance de phase, que trier ce déchet-là avait certes un coût, mais que demain, ça allait être un coût qui allait être rationnel par rapport à celui qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Donc c'est en partie la démarche, mais je laisserai la métropole de l'expliquer, en partie la démarche qu'a souhaité accompagner notamment la métropole de Lyon. Sur une photographie, pour que vous compreniez aussi mieux de quoi il s'agit, on est sur une tendance actuelle où la plateforme Iloé massifie 4000 tonnes qui sont issues des bailleurs, du parc des bailleurs sociaux, donc qui proviennent de plus de 15 bailleurs sociaux sur la métropole de Lyon. Vous avez une répartition géographique de l'origine de ces tonnages-là, donc c'était aussi une donnée assez inconnue à l'origine. Il y a une cible très clairement marquée dans le process de tri où il s'agit de tenir 80% de taux de valorisation de ce qui rentre sur la plateforme.
Donc 80%, ça veut dire une qualité de tri quand même qui divise les composants en 40 typologies de flux pour in fine pouvoir retrouver des filières les plus rationnelles possibles. Là aussi, il y a des filières, il y a des enjeux de changement d'échelle parce que plus vous avez de certains volumes sur certaines filières, plus vous pouvez mettre en place des filières. Et ça nous a concrètement aussi sur le volet social permis de matérialiser qu'il y avait 8 emplois directs, notamment de personnes en situation d'insertion, à créer sur ce processus de tri, en plus de ceux qui étaient déjà opérés sur les processus de collecte auprès des bailleurs sociaux. Donc sur les recherches de performance, parce que du coup ça reste un outil industriel, il y a un enjeu de performance environnementale, notamment autour de ce taux de valorisation et le fait de conserver le taux de DIB, la part de DIB, donc la part de ce qu'on va aller mettre à l'enfouissement à un seuil en dessous de 20%, bien que ce flux est toujours plus complexe, plus mélangé, etc. Un modèle économique qui est enfin transparent pour la filière et savoir qui joue quel rôle dans cette filière et qui doit assumer quel coût pour pouvoir la traiter de manière vertueuse, la plus vertueuse possible. Et puis effectivement, dans le bilan de la performance sociale, il y a l'effet de l'emploi direct créé, l'effet de l'emploi indirect créé. Il y a également tout ce qu'on peut estimer sur les emplois, notamment des opérations de la logistique et notamment des filières de valorisation aussi. Et aussi quelque chose qui nous tient à cœur, il n'y a pas beaucoup de filières qui ont réussi à réunir autant d'acteurs pour se dire que faisons-nous sur ce sujet-là. On a, je pourrais prendre l'exemple des éco-organismes qui organisent bon nombre de filières en tant que metteurs sur le marché. Mais là, on a pris la problématique à une échelle territoriale en se disant faisons-en un véritable enjeu, une véritable problématique et un potentiel économique et écologique. Maintenant, cette phase amorcée, j'ai envie de dire, avec comme premier acquis le fait qu'on ait réuni une bonne partie de l'écosystème territorial lyonnais motivé pour agir sur le plan de l'écologie, sur le plan de l'impact social sur le territoire, ça nous amène à dresser d'autres perspectives. C'est-à-dire que les enjeux qu'on a traités au travers de cette filière d'encombrants sont communs à bien d'autres enjeux et à bien d'autres filières. Donc ce qui nous laisse entrevoir le fait qu'on a à poursuivre nos travaux en matière d'optimisation de filière de cette filière d'encombrants. Mais il apparaît également pertinent le fait de pouvoir continuer à animer cet écosystème local, pourquoi pas en faisant émerger des nouveaux outils de plateforme industrielle, de massification, de reconditionnement, de valorisation à l'échelle du territoire de manière à créer des outils mutualisés sur le territoire. Je crois que je vais m'arrêter là, ça doit être la dernière diapositive, presque. Voilà. Je vais surtout laisser la parole peut-être au directeur général voilà, c'est ça, de Grand Lyon Habitat. Je crois qu'il y a un impératif d'ailleurs. Voilà, et la question est assez simple, on va se passer le micro, c'est de dire comment vous percevez le dispositif ILOE, voilà, ou l'ensemble des intervenants. Les questions sont assez simples, c'est comment vous vous êtes engagé dans ILOE, à quel titre, et aujourd'hui, quelle perspective vous y voyez concrètement. Oui, bonjour à toutes et tous. Tout à l'heure, vous avez dit les encombrants, c'est difficile à définir. Bon, pour un bailleur social, c'est assez simple. C'est un poids, c'est 12 000 tonnes. C'est aussi une question de qualité de service qu'on doit aux habitants du parc locatif, parce que bien souvent, l'encombrant, il nous revient comme étant une source de nuisance, de gêne. Donc on a un enjeu très fort à gérer cette dimension qui est constitutive de la gestion locative globale de nos parcs d'habitation. Voilà, donc ce qui amène les bailleurs de manière générale à multiplier les initiatives pour essayer de canaliser cette source. Il y a la question des tribox qui est mobilisée pour tenter d'y répondre, mais globalement on voit bien qu'on a une problématique assez lourde dont il nous revient de la prendre en charge et voilà, donc la question de la définition elle est là. Alors pourquoi les bailleurs sont engagés
dans cette initiative. Grosso modo, il y a 2 enjeux que je vais essayer de détailler. D'abord, c'est un enjeu de responsabilité sociale. Les bailleurs sont déjà engagés assez fortement dans tout ce qui concerne les clauses d'insertion. Et finalement, cet outil ILOE participe de cet engagement des bailleurs sociaux dans l'accompagnement à l'emploi. Voilà un premier élément. Deuxième élément, dans la responsabilité générale des bailleurs, c'est une question pour travailler sur la valorisation des encombrants, des déchets. Comment est-ce qu'on participe de cette économie qui permet de donner du réemploi? Vous l'avez détaillé. Et tout ça participe grosso modo de cette vocation des bailleurs sociaux qui sont des entreprises à mission avant que la définition n'en soit posée. Voilà. Et puis le deuxième enjeu, mais je vais pas le cacher, il y a une question de coût. C'est-à-dire que pour les bailleurs, la gestion des déchets de manière générale et des encombrants en particulier, c'est un poste de coût, c'est un poste de mobilisation des équipes. Et on a vu au travers de cette initiative une capacité qu'il y a à travailler, à baisser les coûts, à baisser l'impact global, dont l'impact coût pour les bailleurs. C'est pour ça que, mais peut-être qu'on y viendra dans les perspectives à venir, il y a un enjeu pour nous à stabiliser ce modèle économique qui nous semble vertueux, le modèle économique de la plateforme, d'installer ce modèle, de le consolider dans la durée, et donc le partenariat avec les différents acteurs de l'économie sociale et solidaire est indispensable, et puis évidemment le soutien de la métropole l'est autant. Avec voilà, des enjeux d'économie d'échelle, de massification que vous avez déjà déployés, et on sent qu'aujourd'hui on est dans une phase de maturation très forte du modèle, mais il nous faut encore le consolider. Et donc j'ai introduit la métropole, donc je vais pouvoir passer le bâton de parole. Je pense que... C'est bon, vous êtes parfait. Alors, pour la métropole de Lyon, 3 raisons qui font sens pour notre engagement au sein du coup de ce pôle territorial de coopération économique, puisque grâce au dépôt de candidature et surtout à l'intelligence de l'équipe qui a bien formulé les choses, nous avons collectivement été, en tout cas, sourcés comme PTCE. Voilà. Premier point qui explique mon engagement au précédent mandat. Donc, c'était une entrée plutôt dite environnementale d'économie circulaire. Le fait de valoriser au maximum, donc là c'est pour Raphaël Gass qui connaît bien ces filières, les encombrants qu'on collecte sur le territoire et en particulier chez les bailleurs sociaux. Voilà, éviter à tout prix l'enfouissement pour faire très simple. Ça c'est la première chose qui nous a mobilisés, partant du principe que éventuellement peut-être, parfois, en tout cas quand on collecte sur l'espace public, dans les cours Traboules, etc. Il n'y avait pas forcément nécessairement du tri, enfin en tout cas il n'y avait pas forcément l'équipement, donc la fameuse plateforme de surtri pour garantir ça. Deuxième sujet, un sujet lié à la définition, ce qu'est la métropole de Lyon. On est une communauté urbaine qui a ce sujet déchets ménagers et assimilés, mais on est aussi un département. Donc nous avons les fameuses compétences sociales parmi lesquelles on trouve les sujets d'insertion. Simon en a parlé tout à l'heure, et donc le parti pris de la métropole d'accompagner la diversité des acteurs qui proposent une activité qui a du sens. Maintenant on le dit comme ça, mais à l'époque on ne le disait pas tant comme ça. Une activité qui a du sens, donc une activité de collecte, de tri et de valorisation matière ou de réemploi et de réparation d'encombrants. Mais aussi, et c'est important, dans les compétences sociales, 2 autres choses. Moi, je mets dans les compétences sociales donc le sujet des bailleurs sociaux, c'est-à-dire le fait que la métropole a un parti pris fort autour de l'accès au logement pour toutes et tous. Et vous l'avez indiqué, il y a un sujet de qualité de vie aussi pour les familles, les foyers qui vivent en logement social, qui certes doivent être éco-citoyens, mais à qui aussi on doit garantir une qualité de service. C'est ce que font les régies de quartier entre autres. Et dernier sujet qui est important pour nos compétences sociales, en fait, on ne ferait à peu près rien si on n'avait pas des organisations de l'économie sociale et solidaire qui ont su être précurseurs des sujets d'économie circulaire. Ça, c'est le message pour Envie.
et qui, au quotidien, essayent de tenir leur modèle économique avec toutes les injonctions paradoxales qu'ils ont. C'est bien parce que Simon, il n'écoute pas, donc comme c'est le moment où je leur dis merci, tac. Donc voilà, ça c'est le deuxième sujet. Et dernier sujet, qu'affectionne en particulier, entre autres, Alban Dorien, le chargé de mission ESS, mais aussi Luc Voiturier pour ABCHLM. C'est et puis Julie aussi, pardon, pour Eloé, c'est le sujet quand même de la pérennité de l'organisation. Donc cette idée quand même d'une forme de rentabilité, même si on est à lucrativité limitée. Donc se dire que collectivement, on essaye de bien identifier les coûts, qui porte les coûts. Le vrai sujet, c'est ça, c'est qui porte les coûts en fait, ou l'investissement, ou les surcoûts. Est-ce que c'est le territoire, la collectivité, est-ce que c'est les bailleurs, est-ce que ce sont les familles, les foyers, enfin en tout cas qui porte la charge, voilà, et qui porte le risque. Et ça, ce sont des éléments qu'on va travailler, enfin qu'on va continuer à travailler ensemble. Parce que forcément, longue vie à Eloé, le fait d'avoir été labellisé PTCE, ça va forcément permettre derrière d'avoir un peu plus d'ingénierie un jour. Je rappelle que, je termine juste là-dessus, que c'est grâce à l'expérience de SIC avec Eloé que la métropole a continué à s'engager. Donc on est rentré dans 2 sociétés coopératives d'intérêt collectif. Je le dis, c'est sur cette expérience positive-là, certes très lourde pour Alban Dorien, mais quand même. Donc vous avez permis collectivement d'enclencher une dynamique sur le territoire, un sujet sur la consigne du verre, un sujet sur la distribution de journaux. Et deuxième chose, dans les remerciements à Eloé, c'est grâce à l'expérience positive avec Eloé que dans notre programmation pluriannuelle des investissements à la métropole de Lyon, on a fait le choix de positionner des halles de l'économie circulaire, donc des lieux, mais on avait en tête ce que vous vivez sur le site de Saint-Priest, et 2, des pôles territoriaux de coopération économique. C'est important de le dire, de voir ce qui a inspiré en fait les politiques publiques. Voilà, d'admettre collectivement que oui, c'est long, oui, c'est dur, ça demande de la rigueur, de la ténacité, mais ça permet vraiment de transformer derrière, en tout cas les politiques publiques et demain les organisations du territoire. Voilà. Raphaël, non? Est-ce que c'est à Raphaël? Je fais pas les politesses entre associés, on peut se passer la balle facilement. Donc je vais prendre la suite. Donc Raphaël Gass, je m'occupe des activités recyclage du groupe Serfim. Et donc la question c'est pourquoi on est là. Donc il y a quelque temps, donc nous on est un acteur économique privé dans ce domaine-là. Qui gère des déchets en grosse quantité sur l'agglomération lyonnaise. On s'occupe spécifiquement des déchets du BTP et des déchets, beaucoup des encombrants de déchetterie, du bois, du plâtre. Et sur nos 2 sites qui sont sur Lyon, on réceptionne à peu près 150 000 tonnes de déchets. Donc quand on nous parle des déchets des bailleurs sociaux, sans leur faire offense, c'est important, mais il y a déjà de nombreuses années qu'on a compris c'était un domaine un peu particulier sur lequel on n'allait pas, parce que voilà, il y a tout un système, il y a les régies de quartier qui s'en occupent, voilà, il y a tout un écosystème autour de ça. Et quand Simon nous a présenté ce projet, on s'est dit mais en fait il a été présenté sur un angle que Simon n'a pas trop abordé. C'est l'angle de l'insertion et de la formation du personnel, et qui pour nous était assez essentiel parce que en fait c'est un véritable laboratoire, Eloé. Donc Cerdex a pu apporter une partie de la solution dans ce projet en mettant à disposition un foncier pendant une période limitée qu'il va falloir résoudre, mais il va falloir le résoudre surtout parce qu'en fait les tonnages augmentent et puis que du coup le site n'est pas voilà, il est sous-dimensionné. Mais en fait, ce qui nous a intéressé, c'est la partie laboratoire. Donc, il y a ces 4000 tonnes de déchets qui arrivent sur ce site. Et sur la partie tri, sur la partie insertion et sur la partie formation des équipes, ce qui est fait chez Eloé, c'est assez remarquable. Parce que Simon me corrigera, mais je crois que ces déchets encombrants qui arrivent, c'est à peu près une vingtaine de familles de produits qui sont séparés. Et ils vont très loin dans le tri pour pouvoir améliorer les choses. Et
Alors encore plus en 2021 avec la loi AGEC, avec la REP des PMCB, je parle un peu de jargon que certains comprennent, mais où en fait on est... Pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on se fixe en termes d'économie circulaire, il faut qu'on aille chercher des produits qui sont plus difficiles à trier, qui sont des plus petites quantités. Et donc du coup, il faut vraiment avoir ce type de laboratoire qui permet d'aller expérimenter et chercher des solutions pour du recyclage, pour des matières auxquelles on n'avait pas pensé, parce que la facilité nous laissait aller sur les grosses masses, les gravats, le bois, la ferraille, où là ça fonctionne bien. Avec Iloé, on peut expérimenter des choses. Donc notre rôle dans cette aventure est évident. Il l'est toujours et il continuera à l'être. Et puis on espère surtout que demain ça nous permettra à nos entreprises. Il y a Veolia aussi qui est partenaire en tant qu'acteur privé du déchet. Et on espère bien que ça va permettre de mettre, on va dire, sur le monde de l'emploi, des personnes qui sont sensibilisées au tri, à travailler en sécurité dans nos métiers qui, malgré tout, ont besoin de main-d'œuvre et manquent aujourd'hui cruellement de main-d'œuvre. Voilà. Mais du coup, c'est la transition parfaite. Pour le coup, je la fais avec l'intervention de Frédéric Ligou de la Régie de quartier 1, 2, 4 services, dont la thématique est l'emploi. Oui, bonjour. Donc, je suis Frédéric Ligou, directeur de la Régie de quartier 124.service. 124.service, ça signifie en fait c'est tout le territoire de la presqu'île de Lyon qui s'étend du 124. Simplement, ça c'est à l'origine en 2004. Et les régies de quartier en fait c'est rendre des services de proximité aux habitants et le faire avec des personnes qui sont demandeurs d'emploi de ces quartiers. Donc la régie de quartier s'est étendue et donc il y a une des activités principales qu'elle mène, et c'est en lien avec le projet d'Iloé, c'est la question de la collecte des encombrants, puisque des structures comme les nôtres, qui sont sous un modèle là pour le coup sous un modèle associatif, avec un agrément entreprise d'insertion, nécessitent de répondre à des appels d'offres. Et la question de l'encombrant est un vecteur fort en matière de mise en situation de travail, avec des partenaires que ce soit de collectivités comme la métropole, ou bien des bailleurs sociaux comme Grand Lyon Habitat et d'autres bailleurs sociaux. Donc c'est vrai que la régie de quartier, quand Simon vous a présenté le projet, il y avait eu une étude avec la Directe qui faisait que les structures comme les nôtres étions relevant de l'économie sociale et solidaire, très impacté par ce projet, parce qu'en fait, c'est savoir que nous sommes finalement les petites mains d'un système qui fait que s'il n'y a pas la collecte, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de d'essaimage avec les 20 produits que Raphaël peut citer, etc. Donc c'est vrai que sur cet aspect-là, les régies de quartier, dans son ensemble, du fait d'être sur des territoires où on répond à des besoins de proximité, et d'autres structures comme RAID aujourd'hui ou des partenaires aussi privés qui traitent de l'encombrant, nous donnent cette possibilité d'avoir un laboratoire finalement exclusif et pour lequel nous avons finalement un droit de participation du fait que l'on est partie intégrante dans le cadre de la SCIC, puisque modèle associatif dit but non lucratif, dit le fait que toutes les ressources, ou en tout cas tous les résultats que l'on peut avoir, ils sont à la fois effectivement économiques, mais ils sont retraités sur l'aspect effectivement social et dans ma relation aussi sur la question de l'emploi. Et je rebondis sur la question de l'emploi parce qu'effectivement, les structures telles que la régie de quartier et d'autres, on a monté aussi nos propres organismes de formation de manière à ce qu'on puisse répondre aussi aux attentes de ces circuits, de manière à améliorer ces politiques d'insertion qui sont aussi demandées par l'État et par les collectivités, parce que le but étant, c'est que la mise en situation de travail permette à ce que ces salariés-là puissent avoir accédé à des emplois, et on sait pertinemment que ce sont des nouveaux emplois qui vont être générateurs en tout cas de valeurs positives, et en tout cas les agents qui interviennent sur le terrain
Vous imaginez qu'ils interviennent le matin, qu'ils interviennent sur l'encombrant qui est des fois relativement sale, qui sont dans des caves, dans les locaux vides ordures, etc. Et ce sont des fois des métiers qui sont relativement peu valorisés, en tout cas en termes d'image. Et je pense que là, les régies de quartier, RAID et autres, on est là pour, et ILOE principalement, on est là pour montrer qu'il y a un autre savoir-faire et qu'il y a que l'on peut déterminer des valeurs, des plus-values positives aussi pour ces centaines de personnes qui, au travers, c'est vrai qu'on a évoqué les quelques chiffres, mais la régie de quartier mobilise l'équivalent pour ILOE, l'équivalent de 3 équipes de 3 personnes chaque fois, hebdomadairement, de manière à ramasser ces encombrants et à leur donner une autre valeur ajoutée au travers d'ILOE. Donc c'est pour nous un élément important de pouvoir avoir commencé à participer et d'être partie intégrante de ce projet-là. Même si effectivement, donc je peux mettre les pieds dans le plat, mais je le mettrai, les questions de coûts, les questions de coûts sont importantes parce que ce que je dis par là, c'est que à partir du moment où on peut générer une plus-value financière, cette plus-value financière, pour nous, c'est une plus-value environnementale et c'est une plus-value générateur social, parce que mine de rien, aujourd'hui, on travaille avec des véhicules hybrides ou tout électrique, on essaye de développer ça, donc on est bien dans un lieu propice à ça. On développe la question environnementale parce qu'il y a des savoir-faire qui sont acquis du fait des contraintes qui nous sont imposées, et puis en termes de lisibilité. Nous, on accorde une importance très importante finalement pour que le salarié se rende compte que de toute l'utilité de son travail quotidien, parce que quand il passe à la plateforme, à ILOE, il se rend compte que ce n'est pas inutile ce qu'il a fait et qu'effectivement, il y a du sens qui est donné. Voilà, je crois que j'ai tenu 4 minutes 30 à peu près. Je vais laisser la parole à Simon. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un mot à ajouter ou souhaite rebondir, mais sinon c'était un petit mot de conclusion, parce que du coup, à nous écouter, parce qu'on s'écoute pas rarement dans ce genre de situation. Et Emeline, j'ai écouté très attentivement tout du long. Merci pour les compliments d'ailleurs. Un mot d'ailleurs, avant toute chose, pour remercier l'engagement dont tous les associés font preuve, mais aussi tous les protagonistes, dont certains se qualifiaient protagonistes de l'ombre tout à l'heure. Il est là-bas, il fait semblant de pas entendre. C'est effectivement Alban Derrière, entre autres à la métropole, mais beaucoup de gens à la métropole et dont la direction de l'économie. Mais je pense aussi à Julie, notre collègue cheville ouvrière de toute cette mécanisme. Derrière, donc au-delà des remerciements, parce que du coup c'est un long chemin qu'on fait ensemble, au-delà des finalités et de l'outil qu'on a mis en place, ce qui est pour moi le plus marquant, c'est comment nous le faisons, certes par des petits pas, certes dans le respect des réalités économiques, techniques, sociales de chacun d'entre nous, où on va chercher un peu quels sont les leviers pour savoir qu'est-ce qui nous intéresse et nous motive à chercher à mieux organiser cette filière-là, parce qu'on reste convaincu, du moins c'est avec ça qu'on est parti, c'est que en cherchant le meilleur sur le traitement écologique d'une chose, en cherchant le meilleur sur le potentiel d'emploi qu'il porte, et en cherchant le meilleur sur au final quel est son coût et l'économie générale du projet, il y a des chemins qui existent, et en les traitant en transparence et en coopération, on peut trouver des solutions qui soient utiles pour le territoire, puisque c'était le thème un peu de cette conférence. Comment coopérons-nous sur le territoire pour développer de nouvelles solutions? De mon point de vue intéressé, c'était ce qui transparaissait. S'il y a des questions, il y a peut-être ce genre au-delà des initiés. Oui. Oui, bonjour, Jérôme de Nansur, Suez. Je suis très intéressé par cette magnifique expérience. On est presque jaloux de ne pas y participer. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est les encombrants, si j'ai bien compris. Ils sont uniquement chez vous, les bailleurs sociaux, ou ils sont ramassés dans les quartiers, ou c'est des dépôts sauvages? Quelles sont les origines de ces encombrants?
Oui, et techniquement, plus de 95%, c'est issus exclusivement du parc des bailleurs sociaux. Et marginalement, dans les circuits de collecte, il peut y avoir des bailleurs privés. Enfin, une réponse qui est faite, c'est que c'est pas les encombrants ramassés par les services de la métropole dans les dépôts sauvages, sur l'espace public. Ce ne sont pas ceux-là. Bien, écoutez, je pense que c'est le moment de conclure. On a démarré en retard, on a dû finir en retard vu qu'on a été assez long. Il y a pas mal de gens qui restent encore sur les stands. Les remerciements à chers associés intervenants et puis à tous ceux qui contribuent à cette belle aventure que je vois là, pas loin, un peu partout. Merci.